l'essentiel, le plus important, c'est que McCourt doit impérativement revoir le prix de vente qu'il estime, lui, pour l'OM à la baisse. Pour qu'il y ait des potentiels acheteurs qui viennent taper à la porte. Et pour sauver l'OM, pour le bien du club. Marseillais, on va parler cru dans cette vidéo parce que la situation du club fait qu'on est obligé de s'exprimer ainsi. Malheureusement, je dis bien. Plus les jours passent et plus on comprend que c'est bien plus grave que ce qu'on a imaginé. Il faut l'accepter, il faut l'admettre. Et que l'intérêt pour l'OM, c'est pas qu'on fasse une belle saison ou pas sportivement sur celle à venir. Ça changerait pas grand chose. Avec McCourt, on ne pourra plus être très ambitieux, comme par exemple c'était le cas en 2018 et 2022. Je prends ces exemples-là. Mais l'intérêt, c'est que l'ère McCourt prenne fin et que quelqu'un d'ambitieux rachète l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer pour le bien de l'OM. Je dis bien pour le bien de l'OM. On va réagir bien sûr à la vidéo de Molina que vous avez tous vue, je pense, hier soir avec des fortes révélations. Et dans la première partie de vidéo, je vais répondre à Mario Lemina, ancien joueur de l'OM, qui s'est permis de parler du peuple marseillais. Et c'est très déplacé venant de lui. Et je vous invite à regarder ce passage parce qu'il est important pour moi. Je vous ai parlé il y a quelques jours des youtubeurs marseillais qui n'étaient parfois pas d'accord sur certains sujets, qui ont une vision différente pour le club, malgré certaines amitiés qu'on a en privé, ce qui est tout à fait normal et naturel. Et que d'un côté c'était bien parce que ça prouve qu'il y a à manger pour tout le monde. Quand tu es supporter de l'OM, tu peux écouter un tel qui a une vision différente d'un autre. Il n'y a pas d'influence de telle ou telle personne, il n'y a pas de copinage. Et heureusement, ça prouve que la passion OM, elle est naturelle, elle est authentique, elle est tellement profonde qu'on est obligé de s'exprimer comme on le pense. Voilà, sinon ça serait inquiétant si on aurait tous la même vision. Non, il n'y a pas de ça. Et je pense que ça ne vous plairait pas si vous ressentez qu'il y a du copinage entre tel ou tel. Et tout simplement, c'est impossible d'être d'accord à 100% avec n'importe quel supporter de l'OM. Même avec vos meilleurs amis, vous êtes des fois en désaccord sur votre club de cœur. C'est tout à fait normal. Après, il y a des limites. Faut pas qu'il y ait des attaques personnelles. Si je suis attaqué par quelqu'un dans une vidéo, forcément, je vais y répondre à cette personne-là. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais par exemple, avec mon frérot Hakim, que vous allez voir la semaine prochaine dans une émission avec moi, des fois, on est en désaccord, mais c'est comme ça. Bon, hier soir, par contre, il était en pétard au sujet de McCourt. On va en parler dans quelques minutes. Alors, je ferai aussi une vidéo ce week-end sur tous mes souvenirs au Stade Vélodrome depuis 1999. Vous allez me dire, Raph, tu parles encore du passé, mais ouais, des fois, le passé, c'est bien mieux que le présent et que l'avenir qui se profile. Et surtout, pour vous montrer un peu toutes les places que j'ai gardées, que j'ai collectionnées, certaines sont vraiment collector. Et ça me permettra de vous raconter plein d'anecdotes au sujet du Stade Vélodrome, de l'OM. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai une passion si profonde pour ce club. Parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai été jeté là-dedans. Et j'étais obligé d'être passionné par l'OM, tellement j'ai vécu des choses intenses très très jeune. Et merci à ceux qui soutiennent ma chaîne YouTube. Pour cela, il n'y a qu'un geste à faire. Vous mettez un petit j'aime, un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Merci pour cela. Je vais répondre à Lemina, qui s'est permis de dire que les supporters de l'OM sont toxiques. Venant de lui, c'est très déplacé. C'est mal intentionné. Lemina est arrivé au club l'été 2013. En même temps que Mendy, que Imbula et même que Thauvin, c'était le fameux projet Dortmund, installé par Labrune. Ça a été une saison très compliquée. 2013-2014, une saison de crise. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup de nouvelles recrues, les jeunes, comme Lemina, Imbula et Mendy, avaient des attitudes nonchalantes, voire fainéantes, sur le terrain et en dehors. Et ça sortait en soirée, à Marseille ou à Aix-en-Provence. Ils n'étaient pas bien intégrés, et même que nous les supporters, on les secouait très souvent. On les considérait comme des petits cons, faut le dire. Ensuite, l'été 2014, il y a un certain Bielsa qui arrive et qui transforme littéralement ces trois joueurs-là. Lemina, Imbula et Mendy. Et là, c'est vrai, Lemina, en l'occurrence, a fait une belle saison chez nous. Donc son bilan est partagé et mitigé. Une saison décevante et une bonne saison. Parce qu'il n'a pas fait partie non plus des piliers de l'OM. La saison Bielsa, faut pas exagérer. Et il quitte l'OM à la Juve l'été 2015. Donc Lemina a eu la chance de connaître la saison Bielsa qui a été en termes de passion, de ferveur, incroyable à vivre sur Marseille et au Stade Vélodrome. Et quand tu vis des tels moments à l'OM, tu es obligé d'être marqué par ce club. Par exemple, Mendy, qui à la base est un supporter du PSG. On l'avait vu, des photos de lui petit avec le maillot du PSG, comme c'était le cas de Lemina. C'est devenu un amoureux de l'Olympique de Marseille. Il a montré à plusieurs reprises après son passage chez nous. Voilà. Lemina a toujours été indifférent après son départ de l'OM. Et j'avais remarqué la première saison qu'il a faite chez nous, qu'il était très hautain vis-à-vis des critiques qu'il recevait.
quand il y avait quelques contestations au Vélodrome, il regardait là avec ses grands yeux comme ça, alors que c'était un petit con de 20 ans à l'époque, excusez-moi, hein, qui avait pas une bonne attitude chez nous, je répète. Hein. Alors oui, il a été professionnel à la Juventus Turin et à Galatasaray, comme par hasard ailleurs, mais chez nous, il n'a pas été pendant une saison, et lui-même, je pense, devrait le savoir. Donc, il n'a pas à dire ça à Lemina, parce qu'il n'a jamais été reconnaissant envers nous, et qu'il n'aime pas l'Olympique de Marseille. Voilà. Lemina ne connaît rien de l'OM, ne vous y trompez pas. Il a joué 2 ans chez nous, et avant son passage et après son passage, il ne s'est jamais intéressé à l'OM depuis. Voilà. Vous et moi, on comprend, on connaît bien plus ce qu'est l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, c'est une déclaration mal intentionnée et malhonnête. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, à Galatasaray, dès qu'un joueur fait une mauvaise performance, c'est la bronca. Quand il sort en cours de jeu, je me rappelle de Feghouli, de Belhanda par exemple, les supporters turcs sont très exigeants. Donc ça me fait mal quand je vois des supporters de l'OM lui dire « Il a raison Lemina, il a raison, ouais mais ne mélangez pas tout, hein, d'accord ?» Parce que tous les anciens joueurs passés par l'OM qui ont connu une belle période du moins chez nous, comme c'était le cas de Lemina à la saison Bielsa, ben ils sont reconnaissants envers le peuple marseillais. Et ils acceptent le côté négatif. Ils acceptent. Imboula, par exemple, quand tu l'écoutes, et pourtant Imboula, hein, il a parfois eu une attitude de petit con. Hein, ben il reconnaît toujours que le Vélodrome, ça a été une chance pour lui de vivre ce stade une fois dans sa vie, de jouer sous nos couleurs. Ça a été une chance, et c'est une chance. À Marseille, eh bien, il faut accepter les mauvais côtés quand tu joues dans cette ambiance-là, qui est phénoménale, qui est unique. Il a été quelquefois critiqué, sifflé, et encore c'était gentil. Hein. Monsieur, il n'a pas digéré. Et même ensuite, après avoir connu le meilleur de l'OM et de Marseille, quelque chose d'incroyable, il se permet toujours d'avoir une dent contre les supporters de l'OM, parce que je suis sûr que c'est ça, hein. J'en suis persuadé. Non, c'est pas beau, c'est pas digne. Je connais tellement, j'ai déjà entendu tellement d'anciens joueurs de l'OM qui ont connu les critiques et le côté très passionné et très positif. Ben, ils n'ont pas ce discours comme à Mario Lemina, sincèrement. Voilà, ils retiennent davantage le côté positif des supporters de l'OM parce qu'ils ont été marqués par ça positivement. Comme disait Marcelo Bielsa, avoir eu la chance d'entraîner l'OM au stade Vélodrome, c'est un souvenir impérissable. Le mot est fort et concret. Lemina, je me rappelle, tiens, une anecdote, sur OM TV, il était interviewé par Sébastien Pietri à la commanderie, la première saison chez nous. Et il avait quelques paroles un peu déplacées sur les supporters qui gueulaient un petit peu trop selon lui. Par contre, il ne reconnaît pas la puissance quand tout va bien. Et voilà, ça m'énerve. Et il aime pas l'OM, Lemina. Il est passé chez nous, il a vécu quand même des très bonnes périodes. Mais il est pas sympa envers l'OM. Par rapport à quasiment tous les autres joueurs, comme Djadjedje, comme Romao, enfin tous ceux qui ont été là la saison Bielsa. Lemina, ne vous y trompez pas, c'est un Parisien dans le cœur, vraiment un supporter du PSG. Hein. D'ailleurs, son petit frère a été formé là-bas. Et donc, attention, faut pas tout mélanger les amis. Lemina, c'est toi qui as été toxique chez nous la première saison. Et tu le sais très bien. Tu as été un joueur correct sans plus la deuxième saison, et basta. Tu n'es pas Marseillais, jamais tu le seras. Venant de lui, c'est un peu mal intentionné, même si après, je sais très bien que les supporters marseillais sont pas parfaits parfois, ils sont volcaniques dans les deux sens. Mais justement, en parlant de pas tout mélanger, j'en ai parlé, l'OM n'est plus le grand club des années 90. Même si y a débat, si on est encore un grand club actuellement, ça dépend de quoi on parle, de quel aspect. Mais ça reste un club à part, un club unique, un club prestigieux et un club différent des autres. Donc c'est normal, c'est naturel qu'il y ait plus d'attentes. Par exemple, qu'un club comme Lille, le LOSC. Pourtant, Lille a des résultats sportifs meilleurs que l'OM depuis 10 ans. Mais quand tu joues à l'OM, tu as des avantages énormes. Et ça, l'oubliez pas, supporters marseillais. Hein, parce que là, c'est un peu la mode de galvauder, d'oublier cela. Jouer à l'OM, tu as des avantages comme tu n'as pas ailleurs. Dans ce stade, dans cette ville, cette passion, ce feu-là. C'est pour ça que Genesio, il est venu. Il a connu la stabilité, le côté raisonnable des Lillois, des Rennais. Marseille l'appelle, il s'est dit, je vais vivre le feu à Marseille. Je me casse au soleil, comme la plupart des joueurs. C'est la raison qui fait qu'ils ont envie de venir chez nous. C'est pour ça qu'on est encore attractif par rapport aux autres clubs français. Contrairement à ce qui se dit beaucoup en ce moment, les supporters marseillais restent un argument de poids pour venir travailler chez nous. Voilà, même s'ils ne sont pas parfaits. Et alors, qui est parfait dans la vie? Les supporters marseillais, quand ça va bien, ils rendent 10 fois plus que ce que le club va nous donner. C'est exponentiel. Et Bernard Tapie, il a toujours dit quoi? Que quand tu es à l'OM, tu as une responsabilité énorme. Tu as plus d'attentes qu'ailleurs. Donc je sais que la mode, c'est un peu qu'on devienne raisonnable, qu'on devienne comme les autres clubs français dans la mentalité, c'est impossible. Marseille est une ville méditerranéenne.
une ville volcanique. Donc il y a toujours un peu d'excès, même s'il ne faut pas exagérer. Par exemple, on ne peut pas dire qu'on vise le titre de champion, c'est impossible sur une saison. Avec QSI, ils seront toujours devant nous, ils ne nous lâcheront jamais le titre, comme ils l'ont fait avec Lille en 2021. Si l'OM joue le titre, eux ils seront concentrés pour nous passer devant pour toujours, en l'état actuel financièrement du moins entre eux et nous. C'est la vérité. Mais il y aura toujours un peu plus d'attente et parfois un petit peu des excès, il faut l'accepter. Dimeco le disait, hein, en parlant de Macourt, tiens c'était en 2017, quand tu es à l'OM tu ne peux pas prendre le côté positif de la ferveur et pas le négatif, sinon c'est trop facile sinon. Hein. Et dites-vous les supporters marseillais, parce que ça c'est particulier, qui n'aiment pas, qui pensent comme les Mina, eh bien pourquoi supporter l'OM alors? Si on n'aime pas la communauté de supporters qui est trop toxique selon vous, pourquoi aimer ce club en fait? C'est spécial, c'est particulier. Moi j'ai aimé l'OM aussi à travers ça, parce qu'il y a ça. Et dites-vous que si les supporters marseillais seraient moins toxiques, mais il n'y aurait pas cette grande ferveur que vous voyez, ce haut âme surpuissant, il n'y aurait pas ça à ce point-là. Il n'y aurait pas ça aussi puissamment. C'est dans les deux sens. C'est parce que les gens sont très passionnés ici que parfois, dans l'autre sens, ils s'énervent vite. C'est normal qu'on soit légèrement plus exigeant que les supporters lillois, par exemple. Parce que quand tu signes chez nous, tu dois connaître le passif de l'OM, que ce club a remporté tant de trophées. On a toujours expliqué ça aux nouvelles recrues, on a toujours dit ça. Tiens, tu signes à l'OM, respecte ce maillot, respecte ce blason. Et parce que tu as la chance de jouer au Vélodrome. Et que pour toi, c'est une exposition incroyable pour ta carrière. N'oubliez jamais cela. Les gens qui viennent chez nous, ils ont de la chance. Parce que ça peut être quelque chose d'incroyable si ça se passe bien pour eux. Après, il ne faut pas non plus, je sais, exagérer et demander l'impossible. Qu'on soit champion de France, qu'on ait des objectifs trop élevés. Il ne faut pas aller dans l'extrême non plus. Ça, je sais bien, on ne pourra pas retrouver les sommets comme sous l'air tapis. C'est impossible de toute façon. Il ne faut pas exagérer. Mais on aura toujours un peu plus d'attente que les supporters lillois. C'est clair et net dans les deux sens. C'est comme ça, on va pas se refaire non plus. Hein. On va pas non plus effacer notre passif, tout ce qu'on a remporté et surtout les aspects qui font que l'OM est un club différent des autres. Sinon ça serait triste. Pourquoi supporter ce club? Et avec ce raisonnement-là, ça veut dire quoi? Que les supporters de l'OM doivent être moins passionnés, faire moins de bruit au stade? Excusez-nous, hein, mais s'il y a bien un peuple qui mérite une grande équipe et un grand club, c'est les supporters marseillais. Tant ils te donnent en retour beaucoup plus que ce que tu vas leur donner. Et ça, tous les joueurs passés par l'OM le disent. Quand il y a eu une belle épopée, c'est la vérité. Après, hein, à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, un grand événement, tu le ressens au stade et en dehors du stade hein, même, hein, dans la communauté en général, il y a une attente qui est énorme. C'est la passion qui veut ça. Et j'aimerais aussi parler des groupes de supporters. Ben, ils ne sont pas parfaits, ils ont aussi fait quelques erreurs par le passé. Sans parler de 2012, hein, parce que ça revient tout le temps en boucle. Hein. J'ai pas envie de vous expliquer le contexte précis de ce moment-là, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, croyez-moi, c'est un peu facile. Mais parfois, les groupes de supporters font quelques erreurs. Voilà, ils sont pas parfaits. Mais ça représente la majorité des supporters de l'OM qui, eux aussi, font des erreurs dans les jugements, dans les analyses. C'est comme ça, on n'est pas parfait. Mais n'oubliez jamais, on a des qualités que personne n'a, nous les supporters de l'OM. Je répète, à Marseille, les gens sont pas parfaits. Mais l'OM est l'OM parce qu'il est à Marseille avant tout. Sinon l'OM ne serait pas l'OM. Si l'OM serait à Nantes, à Rennes ou à Lille, l'OM ne serait pas l'OM, c'est évident. C'est les particularités marseillaises qui rendent ce club à part totalement. Ils ont des qualités, ils ont des défauts, mais c'est le charme de tout ça. C'est le côté volcanique dans les deux sens. Et encore une fois, c'est plus positif que l'inverse. Sinon Genesio ne serait pas venu chez nous, par exemple, et lui-même va vous le dire en conférence de presse. À chaque fois que quelqu'un vient chez nous d'important, il vous explique cela. Ne l'oubliez jamais. Alors en ce moment, les supporters marseillais, parce que moi je vis à Marseille, j'ai tout sacrifié hein, pour venir vivre à Marseille depuis un moment déjà, ils sont dégoûtés, ils sont écœurés. Alors ça veut dire quoi? Qu'ils sont nocifs, qu'ils sont toxiques? Parce que là, c'est pas de l'inquiétude, là. Les gens sont dégoûtés. Ça me fait penser à Christelle, avec qui j'ai passé une soirée il y a quelques jours, qui est en vacances à Marseille. Elle a discuté avec beaucoup de supporters marseillais. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est le même discours. Ben, les gens sont écœurés, sont dégoûtés de la situation de l'OM. À Marseille, quand ça va pas, ça fait beaucoup de bruit. Plus que la normale. Parce que les supporters sont tellement passionnés qu'ils sont obligés d'exprimer leur inquiétude et leur mécontentement. Vous avez compris. À Marseille, quand ça va bien, ça fait aussi beaucoup de bruit. Voilà, c'est la passion qui veut ça. À Marseille, quand il y a des rumeurs, des scoops, il y a des versions différentes de part et d'autre. Vous connaissez cette ville, voilà, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est pas être toxique, ce n'est pas être nocif. Parce que tu vois certains commentaires comme ça, j'en ai reçu quelques-uns. Mais ça me touche pas parce que ça vient de personnes qui comprennent rien à rien. C'est comprendre le contexte marseillais, ses particularités et ses composantes tout simplement. Voilà. On veut le meilleur pour le club. On veut le meilleur pour l'OM.
Et la situation fait que là, on peut pas être calme, être tranquille. On aurait aimé être dans cet état d'esprit, parce que c'est une nouvelle saison. Mais il y a le feu là, tout en haut. Il y a le feu. Et c'est plus important que ce qui va se passer sur le terrain en ce début de saison. C'est plus important que les nouveaux dirigeants, que sont Richard, Lorenzi. D'ailleurs, entre nous, on va se dire la vérité. Hein. Est-ce qu'ils méritent d'être là, Richard, Lorenzi? Vous trouvez qu'ils ont fait suffisamment pour mériter leur place de président et de directeur sportif à l'OM? C'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Genesio, par contre, lui, mérite sa place. Il a suffisamment montré dans sa carrière. Je soutiendrai le club dès la reprise. J'espère les victoires pour l'OM. J'espère vivre une belle saison. Mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est que McCourt trouve quelqu'un d'ambitieux pour acheter l'OM. Et je vais en parler dans quelques minutes parce que c'est très important. Oui, j'aimerais me dire, on aura le temps de gueuler plus tard. La saison n'a pas commencé. J'aimerais me dire ça. Je vous donne un exemple. Le regretté René Malville. Qu'est-ce qu'il dirait actuellement? Oh, McCourt là, le club il est à l'arrêt total. Et ça peut pas durer très longtemps cette situation comme ça à Marseille. Sinon ça va péter. Hein? Et s'il y a bien quelqu'un qui connaît ce que représente l'OM, c'est René Malville. Parce qu'il a vu une grande partie de l'histoire de l'OM. Il l'a vécu. Et il avait les mots pour nous convaincre, pour nous porter avec lui. Et c'est ce qu'il dirait actuellement. McCourt, hein, ça doit vite prendre la porte. Et surtout que quelqu'un d'ambitieux rachète l'OM. Parce que là, c'est pas le tout. Que le club revienne à l'équilibre, admettons, dans 1 an et demi environ. Parce que c'est possible dans 18 mois, et dans le meilleur des cas, qu'on revienne un petit peu à l'équilibre. Mais on n'aura plus jamais d'ambition vraiment avec lui pour aller chercher 1 ou 2 titres. Ou revenir à une époque comme en 2018, en 2022. Non, c'est mort. Là, il y a le feu, les amis, au club. Hein. Il y a le feu. Hein. Et on est même sous la menace d'une potentielle relégation administrative en 2e division. Si on ne fait pas suffisamment de ventes d'ici 1 an, ben vous savez ce qui peut se passer. Hein. Et ne dites pas, ne pensez pas, ça ne peut pas arriver à l'OM. Parce qu'on l'a vu récemment, des clubs comme Bordeaux, Lyon, c'est passé pas loin. On a connu des mésaventures où le foot français nous a pas fait de cadeaux. Hein. Vous savez à quoi je fais référence. Hein. On nous a enfoncé plus bas que terre. Beaucoup plus que ce qu'on méritait. Pour les quelques bêtises qu'il y a eu, beaucoup plus que cela. Donc si vous voulez que l'OM soit sous la menace d'une descente en 2e division, eh ben, il faut continuer avec McCourt. Parce qu'actuellement, McCourt, il est plus prêt à mettre de l'argent dans le club. McCourt, il a plus envie, il a fait plein d'erreurs, il a été très naïf, on va en parler. Parce que là, maintenant, on va réagir au passage de Romain Molina dans sa vidéo d'hier soir. Alors déjà, mon opinion sur Molina, c'est pas un journaliste qui est là pour le buzz. Comme certains vont dire, faut pas être non plus parano, être dans le complot toujours. C'est quelqu'un qui a fait trembler le monde du football en général et qui ne parle pas pour rien, vraiment. Regardez l'affaire Mbaye. Il a sorti des preuves concrètes parce qu'à chaque fois, il y a des personnes qui pensent qu'il parle sans savoir, sans source. Et d'ailleurs, on l'a attaqué plusieurs fois pour diffamation. Mais à chaque fois, il a gagné ses procès, Molina. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il a un réseau, il a plusieurs réseaux immenses, à chaque fois il protège ses sources. Et surtout, ça doit être le seul journaliste qui parle de tous les continents au sujet du football. Et même de championnats totalement méconnus, hein, avec des clubs de seconde zone. Un peu gros pour moi de dire que c'est quelqu'un qui est là pour le buzz. Il s'intéresse à des compétitions très peu médiatisées dans le monde du football, dont tout le monde s'en fout, hein, clairement. Pour moi, c'est un sacré phénomène, ce journaliste. Et il est français, il est unique en son genre, par sa mémoire incroyable, par sa façon de développer ses arguments et surtout par tout ce qu'il a comme information venant de tel ou tel club en France. Hein. Il s'intéresse même aux clubs français de 2e voire 3e division. Qu'est-ce que vous voulez dire que c'est un mec qui est là pour le buzz, franchement? Non, et puis dans la vie, hein, faut pas non plus croire que tout est gros, qu'il faut faire confiance un minimum en l'être humain. Et Molina a donné de sacrées révélations sur l'Olympique de Marseille avec une argumentation qui est claire et qui est réelle, qui est concrète selon moi. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que déjà, on est fauché. On n'a plus d'argent, bon, ça, on le savait clairement. Que McCourt est un actionnaire hyper naïf, qui a fait preuve d'une naïveté quasiment dans tout son mandat. Hein. À l'OM, incroyable, on se souvient sous l'ère Hérault, avec cette erreur de désigner Jacques-Henri Hérault comme président, avec Longoria, de laisser passer sous silence beaucoup de transferts magouillés, on va dire ça comme ça, et d'avoir laissé cette situation financière autour de l'OM s'empirer année après année. Parce que là, actuellement, le club
a l'obligation de vendre environ pour 150 millions d'ici le 30 juin 2027. Alors attention à cette information-là parce que ça dépend aussi du parcours qu'on va faire cette saison. Par exemple en Coupe d'Europe, l'OM aura quelques recettes au niveau des droits télé, de la billetterie, tout ça. Donc je pense que le chiffre 150 millions, bah, c'est un peu grossi. Parce qu'actuellement l'effectif de l'OM en termes d'actifs, ça ne représente pas 150 millions, clairement. Donc ça, c'est le seul passage où je suis pas sûr que ça soit vraiment exact. On les connaît les chiffres, hein. Par rapport à la DNCG, c'est 80 millions de plus-value qu'on doit faire sur les mercatos d'ici juin 2027. Et l'UEFA, c'est 60 millions de déficit autorisé sur 3 saisons consécutives. Il explique que la qualif en Ligue des Champions était indispensable pour l'OM pour pouvoir un petit peu tenir encore la barque. Mais que ces connards de joueurs, je le dis clairement, ils ont foutu la fin de saison en l'air. Ils nous ont sabordé totalement avec des matchs honteux. Je me rappelle à Nantes, la démission totale sur le terrain qu'il y a eu. Et c'est pour ça que Molina, dans ses vidéos précédentes au sujet de l'OM, il y a 6 mois, il y a 1 an, il n'était pas si alarmiste que ça. Parce qu'il disait dans ses discours, si l'OM est en Ligue des Champions, et sur sa vidéo au printemps dernier, c'était encore possible, l'OM arrivera à un petit peu survivre. Bien que, je vous dis un truc, même en cas de qualif en Ligue des Champions cette saison, Greenwood serait parti. Vous savez, il explique que McCourt a investi environ 700 millions d'euros pour l'OM. Mais je vous donne un exemple. Robert Dreyfus a investi aussi beaucoup d'argent à l'OM, même si moins que ça. Mais pour l'époque, c'était énorme. Mais pour autant, il n'était pas apprécié du tout par le peuple marseillais. Il était régulièrement chahuté au stade Vélodrome. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les résultats escomptés. Parce qu'il s'est très très mal entouré, Dreyfus. Il avait autour de lui vraiment des magouilleurs, faut le dire. C'était vraiment... Il aimait bien un peu les gens farfelus, Robert Dreyfus. Paix à son âme d'ailleurs. Bon, McCourt, pareil, il a fait les mauvais choix pour s'entourer. Il a été très très naïf encore une fois. Donc on ne peut pas dire uniquement avoir ce discours. Ouais, mais McCourt a mis de l'argent, merci à lui. Non. Un boss, un patron, ça doit aussi prendre les bonnes décisions. Être attentif à la situation du club, au bordel qu'il y avait entre Longoria, Benassia, bref, à tout ce que j'ai déjà expliqué et tout ce que vous savez la saison dernière. McCourt, notamment dans les saisons où on n'était pas en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il a comblé les pertes, qui sont évaluées à environ 100 millions d'euros tous les ans, parce qu'avec la masse salariale qu'on a eue depuis 4-5 ans, et même depuis... qu'il est arrivé, parce que sous Hérault on avait aussi des équipes, des effectifs avec des fortes masses salariales très très importantes. Donc il a été là en effet pour combler les trous. McCourt, ça on peut le dire. Maintenant il a plus envie. Donc là la consigne est claire, même si c'est nos meilleurs joueurs, on doit vendre les plus grosses valeurs marchandes. Il a expliqué les Péchao, les Gouiri, les Aguerd, bref tout le monde, Balerdi et autres, pour le côté économique et équilibrer les comptes. Un point très important, c'est que McCourt, on l'a compris depuis 2019, il a une estime de la valeur du club très très importante. Alors on sait qu'il a fait une grosse plus-value du côté des Dodgers en 2011 et qu'il espère faire la même chose pour l'OM. C'est-à-dire vendre le club, pourquoi pas à 800 millions d'euros. Dans sa tête, l'OM représente peut-être même 1 milliard. Mais que McCourt est beaucoup trop gourmand. L'OM n'est pas propriétaire de son stade. L'OM a un centre d'entraînement qui n'est pas à la hauteur d'un club qui doit être grand et moderne. Oui, l'OM a un potentiel en termes de popularité, la ville de Marseille et tout ce que ça représente. Bon, il y a les droits télé aussi qui sont au plus bas au niveau de la valeur du championnat. Donc, ce qui est essentiel, et McCourt, j'espère qu'il a compris là, mais dès maintenant, pas dans quelques années, c'est qu'il doit revoir ses ambitions, ses exigences à la baisse. McCourt doit accepter et comprendre qu'il ne va pas récupérer totalement sa mise et qu'il doit limiter la casse. Voilà, il doit mettre le club en vente à un prix beaucoup plus raisonnable parce que sinon il va continuer à perdre beaucoup plus d'argent et surtout, le plus important c'est que nous, on peut être en grand danger et descendre d'un étage, si vous voyez ce que je veux dire, et en 2e division dans quelques temps. Molina explique que l'OM ne vaut plus grand chose actuellement et il donne un exemple, même 600 millions d'euros, ça serait un prix estimé un peu trop important pour d'éventuels racheteurs. On le savait depuis le mois d'avril, il nous l'a dit clairement en conférence de presse, McCourt était ouvert à faire entrer un actionnaire minoritaire dans le club. Bon, il n'a pas réussi. Et Molina précise également, chose très importante, qu'il est ouvert à un acheteur, maintenant encore plus qu'auparavant. Voilà. Après,
pour l'instant, il n'a pas trouvé, que ça soit pour un actionnaire minoritaire ou pour un acheteur. Sur Longoria, il explique quelques magouilles de sa part, avec quelques micmacs d'argent, tout ça. Bon, j'en avais conscience de ça. J'en avais conscience. Longoria, ce qui m'a plu chez lui, c'est sa passion, son dévouement pour l'OM, sa connaissance du football. Pour un président, c'est rare. Et surtout les beaux joueurs qu'il nous a ramenés. Le mercato, l'été 2021, l'été 2022... c'est sympa, on va pas cracher dans la soupe. Même s'il avait aussi l'enveloppe pour cela. Et aussi la masse salariale beaucoup trop importante qu'il y a eu sous l'ère Longoria. Bien que Benassia aussi a proposé des salaires très importants à beaucoup de joueurs. Beaucoup plus que ce qu'ils représentaient, de leur valeur tout court. Mais ça, c'était sous la responsabilité de Longoria, qui était au-dessus de Benassia, qui était le président. Mais d'ailleurs, si on est objectif, depuis l'ère Diouf à l'OM, on a souvent eu, voire toujours, la deuxième masse salariale de France. Devant Monaco, devant Lyon. Je compare ces deux clubs-là parce que on a souvent été au coude à coude avec eux. Mais c'est clair que depuis 2010, quand tu regardes dans le championnat à quelle position l'OM, la masse salariale, on est, ben, c'est derrière le PSG. Et pourtant, on n'a pas été très souvent deuxième à la fin de saison du championnat. Donc ça, c'est un fléau à l'OM. Même avant Longoria, sous Hérault, j'en ai parlé, et même sous La Brune, des masses salariales beaucoup trop importantes. Parce qu'en fait, quand tu t'intéresses à un joueur, et que le joueur il sait que c'est l'OM qui t'appelle, ben il y a le salaire olympique de Marseille. Que les mecs se disent, tiens, il y a l'OM qui me contacte, un club très important, très prestigieux en France, donc je peux... Donc ça revient au débat qu'on a évoqué, est-ce que l'OM est toujours un grand club, tout ça? Bah oui, l'OM surfe encore sur son passé. Le passé, le grand passif olympien, il n'est pas passé aux oubliettes, voilà. Mais pour revenir à Longoria, c'est clair que sa gestion a été désastreuse depuis quelques saisons et qu'il a mis le club en grande difficulté. Ça, je le reconnais volontiers, je suis obligé de le reconnaître et je suis en colère envers lui par rapport à ça. Il explique qu'il y a eu des tensions fortes avec Benassia. Bon, ça, on le savait parce que c'est deux hommes avec un certain ego. Remarquez bien, Molina parle très peu de Benassia. Donc vous allez peut-être penser, et je sais pas, est-ce qu'il a contacté Benassia pour certaines informations? C'est possible, peut-être, j'en sais rien. Il dit quand même que Benassia avait la volonté de tout contrôler à l'OM, on s'en doutait, et que son caractère a posé des problèmes et beaucoup de conflits en interne. Bon, ça se voyait, et c'est sûr que Benassia a des gros défauts. Il y a eu un passage sur le président Richard, qui apparaît comme quelqu'un d'arrogant, qui se met beaucoup en avant. Bon, déjà, il est très mauvais en communication, on s'en est aperçu sur les quelques interviews qu'il a faites, même si on n'attend pas là-dessus, mais plutôt sur le volet économique. Mais en tout cas, ce Stéphane Richard, pour l'instant, il ne me fait pas une bonne impression. Je le dis clairement, c'est une impression. On verra plus tard, mais non, c'est pas un personnage vraiment qui donne envie. L'OM qui, depuis quelques mois, via Macourt, ça c'est une décision de Franck Macourt, et pour Molina, c'est une grosse erreur, qui fait appel à des cabinets externes comme Excel Sport pour recruter notre directeur sportif, donc Lorenzi. Bon, Lorenzi, est-ce que tu avais besoin de ce cabinet-là pour le recruter? Pas nécessairement, tu avais juste à le contacter, à l'appeler. Il travaille à Brest. L'OM, pour lui, c'est une progression quand même, c'est une exposition. Donc, comment perdre de l'argent pour pas grand-chose? Donc voilà, c'est une agence qui a été mandatée par Macourt, qui n'a pas servi à grand chose. Et en parlant de Lorenzi, et je pense que Molina a vraiment raison, c'est pas quelqu'un qui est fait pour vendre des joueurs à l'international. Par contre, c'est vrai qu'il est là pour faire des bons coups avec un budget très restreint. Il a prouvé à Brest, surtout en fin de mercato, et que ça correspond aux finances de l'OM pour cet été. Mais pour vendre, et c'est la priorité de l'OM dans ce mercato estival, bien vendre. Parce que sans bien vendre, on va pas pouvoir recruter. Eh ouais. Et ben Lorenzi, il n'est pas fait pour ça. Et on comprend que Lorenzi ne s'occupe pas vraiment ou très peu du volet vente des actifs, c'est-à-dire l'effectif olympien, de ces joueurs entre guillemets confirmés. Loin de là. Voilà, Lorenzi, il anticipe quelques potentielles arrivées, il prend la température pour être actif, on l'espère, à la fin du mercato. Donc oui, Lorenzi, ça a été peut-être un bon choix pour prendre des joueurs intéressants, des bons coups à bas prix. Et encore, j'en suis pas sûr. C'est à lui de nous le prouver à la fin du mercato, ou du moins le plus vite possible. Mais pour vendre des joueurs, c'est une erreur. Molina a raison, et c'est logique quand il pense. C'est logique. D'ailleurs, je répète, mais l'OM est en retard au niveau des ventes espérées. On est le 6 août, on a dépassé les 2/3 du mercato, et on est en deçà de ce qu'on attendait. Molina explique, et je pense que c'est réel,
que Genesio et Lorenzi savaient que ça allait être un mercato délicat, difficile, que l'OM était à la relance, hein, mais qu'ils ne s'attendaient pas à une situation aussi grave, comme nous, les supporters. Et que, admettons, un mois en arrière, si Genesio aurait su tout cela, je pense pas qu'il aurait accepté hein, d'être entraîneur de l'OM, bien qu'il est venu pour ce défi explosif marseillais, parce que l'OM, c'est un club qu'il a toujours voulu entraîner pour cette passion, un club à part. Mais il ne faut pas non plus déconner, c'est quelqu'un de rationnel, et que là, si sa décision, elle devait être à refaire, Genesio, je pense pas qu'il accepterait. Hein. Donc oui, c'est possible que Genesio, dans quelques semaines, dans quelques mois, si ça se passe mal, ben voilà, c'est possible. Et Lorenzi, ben, c'est difficile pour lui de le travailler. Ça, je l'entends bien. Après, il devra quand même se débrouiller. Hein. Il devra quand même se démerder pour nous faire quelques bons coups. C'est son métier de dénicher des joueurs à coût très très réduit. On apprend que lors de la saison 2023-2024, Aubameyang, il touchait un salaire astronomique, hein, 700 000 € mensuels, même qu'il était souvent critiqué pour ça, à ses débuts, qui étaient très compliqués chez nous. Et bien sur chaque action décisive, c'est-à-dire un but ou une passe D, il touchait une prime de 90 000 €. Et Dieu sait que Aubameyang a été décisif hein, cette année-là, donc en termes de primes, il a dû se régaler. Fait le tour hein, sur les déclarations importantes de Molina sur l'OM. Maintenant, un point important sur McCourt. Parce que j'imagine les discours qu'il va y avoir. Oui, c'est bien beau de réclamer le départ de McCourt, la vente du club, mais à qui? À qui? S'il n'y a personne, il n'y a personne. Alors attention, le volet le plus important, c'est que McCourt baisse ses exigences. Parce que oui, il n'y a peut-être pas d'offre intéressante sur la table pour acheter l'OM actuellement. Mais la raison principale, c'est que McCourt considère que l'OM vaut un prix beaucoup plus important que la valeur du club actuellement. Voilà. Si McCourt met le club en vente à une hauteur raisonnable, admettons de 400 millions d'euros, il y aura des propositions, j'imagine, hein, sous quelques mois. Hein. Si McCourt, dans sa tête, l'OM vaut 1 milliard, ça va être plus compliqué d'intéresser des potentiels investisseurs. Voilà. Donc il ne faut pas l'exonérer, l'exempter de cet aspect-là. Que c'est pas de la faute à McCourt s'il n'a pas d'offre, que personne n'est intéressé par l'OM. Ben, c'est de la faute de McCourt ça aussi. Parce qu'il met le club à un prix beaucoup trop important. Faut arrêter de dire là maintenant, surtout que le club là est à l'arrêt total, le club est en liquidation totale. Encore avoir ce discours, parce que j'espère que les supporters de l'OM là, ils sont réveillés là, hein, que plus personne n'a ce discours-là. Ouais, McCourt, il doit garder le club, mais pourquoi là? Pourquoi vous avez plus d'ambition ou quoi là? Vous voulez vraiment qu'on devienne un club là, c'est même pas milieu de tableau, c'est en deçà. Hein. C'est comme, admettons, dans ce cas-là, on doit plus critiquer les joueurs alors. Nous, on doit y aller sur le terrain. On doit faire mieux que les joueurs. On doit plus critiquer un entraîneur. On doit plus critiquer un président. Mais un propriétaire, le patron aussi peut être critiqué. Dans n'importe quel club du monde entier, il y a parfois des contestations, des mouvements, des regroupements, des boycotts contre les propriétaires de certains clubs. Parce que, en plus, c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est eux les patrons. Donc quand un club va mal, c'est souvent eux qui sont désignés. Voilà. Donc faut pas avoir peur de désigner McCourt maintenant comme fusible numéro 1 à l'avenir. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. L'argent, ça passe par lui. Et là, on n'a plus de ressort, hein, malheureusement, mis à part vendre nos meilleurs joueurs. Voilà. Donc ne vous gênez pas d'émettre des critiques sur McCourt, dans la limite du raisonnable, bien sûr, hein, sans violence, tout ça. D'émettre votre mécontentement, c'est logique. Sinon, dans ce cas-là, on doit plus critiquer les joueurs aussi. Hein. Et je sais que ça, tout le monde le fait. Critiquer les joueurs, les entraîneurs. Voilà, ça y va, là. Hein. Les entraîneurs, c'est à la mode. Hein. Non, le propriétaire, même s'il a mis de l'argent, c'est un business pour lui, l'OM. Hein. Ça va, hein, on va se calmer quand même. Hein. Tranquille. Il n'est pas à plaindre non plus. Vous avez compris. Maintenant, dernier point, les amis, sur Genesio et le groupe marseillais. Parce qu'apparemment, à la commanderie, ben, ça travaille bien. Il y a une bonne entente entre Genesio et les joueurs. Donc ça, c'est à saluer quand même, parce que malgré la tempête qu'il y a au-dessus du club, tout ce qu'on entend dans les médias, chez les supporters sur Internet, ils font au mieux. Ils font au mieux pour essayer de bien préparer la saison. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il va y avoir des mouvements, notamment dans le sens des départs, et que certains de nos meilleurs joueurs, ils vont partir rapidement. Donc Genesio ne peut pas se reposer sur une ossature vraiment concrète pour préparer la saison. Voilà, il va s'adapter. Il peut perdre son calme, hein, au bout d'un moment, le père Genesio. Et moi, je suis dégoûté pour lui, sincèrement, parce qu'il est venu au pire des moments.
Et que si ça pète, admettons, si ça pète, ça se passe mal en début de saison, je me dis que lui, il comprendra qu'il s'est fait un peu berner déjà par ses dirigeants, qui ne s'attendaient pas à cela. Et il comprendra aussi la colère des supporters. Parce qu'on ne peut pas considérer l'OM comme un club au point mort à ce point-là. Et non, Genesio n'est pas venu en ayant eu des garanties. Il savait que ça allait être compliqué. Même si dans sa tête, il s'est dit qu'il allait faire mieux que la saison dernière. Mais il ne s'attendait pas à une situation si critique. Ça, c'est clair. Il est venu parce que l'OM, c'est un club qu'il a toujours apprécié. Par sa passion, par son passif, par son historique. Mais la situation est très très compliquée pour lui. Voilà. Je m'arrête là, Marseillais. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker en bas la vidéo et de réagir. Hein. Je lis tous les commentaires, vous le savez. On se retrouve demain certainement pour une vidéo totalement différente. Allez l'OM. Mais vraiment, le message est clair pour Macourt. Il ne peut pas, en tant que propriétaire de l'OM, un club si important en France, si prestigieux, si populaire à l'international, laisser le club à l'abandon comme ça. Il doit s'activer, il doit mettre l'OM à une valeur beaucoup plus raisonnable pour intéresser des potentiels racheteurs, hein, parce qu'il n'a pas trouvé ne serait-ce qu'un actionnaire minoritaire, ni un acheteur actuellement, parce que là, il y a le feu. Il y a le feu et c'est bien plus au-delà que la saison à venir, sportivement, parce que peut-être qu'on va faire une belle saison. Admettons, dans le meilleur des cas, on est 3e ou 4e. Ok, mais dans un an, il va se passer quoi? Est-ce que c'est pour autant que l'OM aura retrouvé des belles ambitions? Pas plus que ça, sans plus. Pour progresser vraiment, pour passer un cap, c'est pas avec Macourt qu'on pourra le faire. On part de très très loin, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'au bout d'un moment, il faudra investir. Il faudra investir parce que même si on travaille bien année après année, on part de loin et au bout d'un moment, pour passer un cap intéressant, un minimum ambitieux, hein, je ne demande pas de gagner le titre de Ligue 1 non plus, eh bien, ça suffira pas avec Macourt. On a essayé pendant 10 ans, déjà c'était insuffisant pour passer ce cap-là. Donc là, en l'état actuel, ça va être compliqué. Donc il faut en avoir conscience. Et j'espère vraiment qu'il passera la main rapidement à quelqu'un de plus ambitieux. C'est essentiel pour nous. Et je dois passer ce message en tant qu'influenceur marseillais parce que c'est vital. On l'a compris, je pense, hein, la plupart, avec tout ce qui se trame, tout ce qui se dit depuis quelques temps. Là, c'est bon, les gars. C'est bon. Le début de saison, là, on est comme ça, dans cet état. C'est pas normal. Même si on aurait aimé que les choses se passent autrement. On aurait aimé un petit peu tranquille. Mais là, c'est trop gros, là. C'est trop gros. Non, c'est trop. Allez, l'OM. Et à très vite. Et courage au peuple marseillais. Parce que c'est pas évident.